Donc peut-être bien ouvrir cet après-midi avec Michel et Eva. Ah ben oui, pourquoi pas. Mais pourquoi pas, on est bien d'accord. Vous êtes périphérique. Non, j'ai pas dit cela. Enfin, j'ai peut-être employé le terme. Je suis la plus périphérique. Voilà, Je suis pas capable d'avoir. Je m'arrêterai au... Ouais. Voilà. En fait, on va vous faire gagner du temps parce que moi je commence et Michel finit. Très bien. Comme ça, ça sera à peu près sur le même temps. Donc... Faut pas s'auto-censurer pour autant. Alors, moi, j'ai trouvé intéressant l'exercice là, de me demander d'introspecter pour comprendre comment j'en étais arrivée là. Et en fait, je me suis penchée sur mes années d'école. Je pense que ça va intéresser les anciens instituteurs, instituteurs actuels qui ont commencé aussi là-dedans. Parce que j'étais à Châtellerault dans une école qui était le seul bâtiment en dur au milieu de ce qu'on appelait la cité d'urgence. Enfin, on appelait ça comme ça, le bloc après la guerre, puisque la manufacture d'armes et de cycles avait été bombardée. Donc c'était surtout des ouvriers et puis des gens, des paysans qui avaient abandonné les terres et qui venaient là. Donc dans cette école, il y avait dans les années, je vais dire 56, par là, il y a eu la radio scolaire. Les seuls postes de radio qu'on voyait, qu'on entendait, c'était celui de l'école. Dans la radio scolaire, il y avait des petits livrets qui étaient distribués aux enfants. Et là-dedans, quelquefois, il y avait des chansons populaires. Et il y en avait une, alors, je dois dire aussi que j'avais commencé, j'avais donc 5 ans, mais mes parents voulaient me faire de la musique, j'avais commencé des cours de solfège à Châtellerault, dans une école municipale qui ne me plaisait pas du tout, mais je savais un peu déchiffrer. Et il y avait une petite chanson, mon père m'a donné des rubans, des rubettes, mon père m'a donné, etc. Et moi, ça me plaisait bien, le texte. Alors, du coup, comme je commençais à lire, et j'ai déchiffré le peu, là, puis je me suis dit, après, mais si on chantait ça à la récré, ça serait bien. Et alors, on ne l'avait pas fait en cours, et du coup, on a fait la ronde. Et puis ensuite, bon, bah, j'ai quitté en CM2, voilà, je suis partie à Poitiers, et j'ai continué l'école, là. Et ce qui m'est arrivé, c'est que ça changeait, si vous voulez, les carnets tous les ans. On ne faisait pas les mêmes chansons d'une année sur l'autre. Et quand je suis retournée là-bas, j'avais 18 ans. Ma copine dont j'avais gardé les liens, elle m'a dit tiens, on va aller voir l'école et tout. C'était la récréation et ils chantaient cette chanson. C'est là que je me suis dit, mais ça m'a fait quelque chose. Ah, j'ai dit, mais c'est pas vrai, c'est ma chanson. Comment ils ont pu? Puis après, j'en ai parlé. Elle m'a dit, non, 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 tu te souviens, on avait des carnets, mais ça changeait tous les ans. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ça s'est transmis parce que Michel Vallière disait, les cours maternels, il n'y a pas mieux. Et donc, voilà, donc ça m'a déjà, mais vraiment très jeune. Ensuite, j'ai eu un deuxième coup, mais alors là, négatif, au cœur par rapport au patois. Parce que mes parents ont déménagé à Poitiers et je suis arrivée donc au lycée qui avait des classes de CM1, CM2. Et donc je suis arrivée en CM2 et je m'en souviens encore, mademoiselle Mouchet, notre institutrice, a dit « Toi tu parles trop mal, on va te mettre au fond le temps que tu apprennes le français ». Et on m'a mis avec une américaine à côté, parce qu'il y avait les Américains à l'époque qui étaient encore là. Moi c'était le top, hein. J'allais chez elle. C'était la vie à l'américaine, on était copines et tout, c'était bien, et elle apprenait aussi. Et après, j'ai réfléchi, quelques mois après, je me suis dit, mais pourquoi elle a fait ça? Et je me suis sentie vraiment humiliée, parce que je disais beaucoup de mots de patois, j'avais pas la conscience de parler au français ou patois, parce que les institutrices étaient super, elles nous laissaient faire ce qu'on voulait, chanter comme on voulait, etc. Et il n'y avait pas de division vraiment, sauf en cours, quoi. Mais donc, c'était pas une répression terrible. Donc là, je sais pas, j'ai pas réussi à le formuler à l'époque, mais j'ai senti que j'appartenais quand même malgré moi à une culture qui était maltraitée et il y avait un danger là. Et puis la troisième impression, par contre, que j'ai eue aussi, c'est à Poitiers. Je crois que j'ai vu la dernière femme en coiffe dans ces années-là, l'année 60. Maman me dit, ah, c'est la mère machin qui rentre à pied à Saint-Benoît. Elle revient du marché, c'était le jour de marché. Donc elle rentrait, elle faisait 3-4 km et elle avait sa belle coiffe avec les brides de couleurs, la robe et son panier à deux volets comme ça. C'était à peu près quand? Ah, ça c'était 1960. Ouais. Et je pense qu'après, bon, moi je me suis dit, tiens, Poitiers c'est peut-être aussi intéressant que Châtellerault, il y a au moins des dames qui sont habillées comme ça, mais ça n'a pas été tout à fait le cas après.
Et puis ensuite, mon père, faisant quelquefois des stages de danse folklorique parce qu'il était prof d'éducation physique, me parlait de ça, mais moi alors ça me gonflait. Un jour il m'a emmené donc au concert de la Clairefontaine avec Monsieur Castoble, qui était mon professeur que j'adorais, qui était mon prof de conservatoire de solfège. Mais j'ai dit, écoute, il va y avoir des gens qui vont jouer de la Vielle à roue, du Berry. Puis moi, je dis, en 67, les Beatles sortaient Sgt Pepper, il y avait les Stones qui disaient, on est en reste, ils enregistrent 4 pistes, il faut qu'on soit bon et tout. Moi, je suivais tout ça et ça ne m'intéressait pas du tout, du tout. Par contre, à la sortie de ce concert, donc je ne sais plus quelle date exacte c'était, mais c'était 66, je pense, je vois un texte dans une vitrine, Rends ma jambe. Un conte, je lis le conte, et il y avait une petite note, une affiche en disant si vous aussi vous connaissez des contes, venez nous voir à la Marchoise, on collecte des contes, venez, etc. C'était la première fois que j'ai vu le mot Michel Vallière, j'ai vu Marchoise, et j'ai compris ce qui se passait. Alors j'ai pas trop osé, parce que j'étais trop jeune, j'avais 15 ans, les contacter, mais quand j'ai eu mon bac, je suis restée à Poitiers, et j'ai fait le théâtre universitaire Pictave. Là, j'ai rencontré Jean-Pierre Potier, Denis Garnier, Catherine Gaston, enfin toute la bande qui m'ont trimballé partout, qui m'ont dit « Oh, mon contour, on a fait un truc extra !» Il y avait le fossoyeur du village qui est venu, la main dans la poche, réciter du Agrippa d'Aubigné, t'aurais vu ça? On a fait participer les gens au pied du donjon. Oh, moi, je rêvais, je dis « C'est fantastique, je voudrais faire ça !» Et puis est arrivée Mélusine. Alors j'étais au spectacle de Mélusine, j'ai appris plus tard que Michel Vallière faisait l'andouille en faisant les esprits qui hurlent dans les grottes avec des voiles, et moi j'étais dans la tour des projecteurs avec Denis Garnier, et on projetait les diapos sur le donjon de Château-Larcher, enfin tout ça, et j'étais mais complètement ahurie, je dis mais attends, mais c'est les gens, Rends ma jambe, c'est ça, j'ai fait des liens de tout ce que j'avais entendu et vu, et puis j'ai plongé un peu en discutant avec les jeunes dans l'université d'été. Il y avait une université de printemps qui était là avec l'ambiance qu'a exactement évoqué Janie, complètement délirant, les gens qui dépouillaient les taillés la nuit, qui me parlaient de choses qu'ils avaient collectées chez les grands-mères. J'étais complètement hallucinée. Je me suis dit un jour, il va falloir. Et puis là, entre parenthèses, j'ai quand même été aussi sensibilisée à la collecte musicale et chansons par Alan Lomax, que je n'ai pas rencontré. Mais j'étais une fan, je m'étais acheté en Penguin Book tout son collectage en 68, et comme je m'essayais à la guitare et que je chantais John Bess dans les cafés de Poitiers, ça m'avait déjà bien sensibilisée. Mais je me disais, pourquoi on n'a pas Alan Lomax, un Alan Lomax en France? Qu'est-ce qui se passe? Et j'étais pas encore trop branchée sur ce qui se passait vraiment. Et puis bon, j'ai rencontré Michel, j'ai été en fac avec donc Monsieur Boisgontier, j'ai fait philologie romane et Pierre Beck, que j'ai beaucoup apprécié, avec littérature médiévale avec Pierre Gallet, donc là j'étais complètement dedans. Et le jour où j'ai entendu Pierre Beck parler d'une chinte, j'ai dit c'est quoi ça? Et là il a parlé, en Poitevin, une chinte c'est le bout du champ où on tourne la charrue. Et là où on tourne la charrue. Oh, j'ai dit ça y est, j'ai compris, et là ça s'est passé dans ma tête, il y a une espèce de symbole. Et puis on est parti au Maroc. Donc Michel est parti comme coopérant, et sans arrêt je lui ai parlé du PCP en disant en rentrant, il faut qu'on aille voir Michel, en rentrant. Et si on avait un magnéto, et on a rencontré la femme verte, on a entendu parler de la femme verte au Maroc, on a entendu parler des autopeuses fantômes avec les pieds fourchus, etc. Et on n'avait rien, et on n'avait pas vraiment de méthode, et on a regretté de ne pas avoir lancé plus tôt pour nous, parce que là on aurait aussi fait des choses, voilà. Donc je le passe la parole à Michel. Merci. Et on va brancher avec... Ça t'a fait remarquer, moi sans toi j'aurais jamais fait. Alors il dit, voilà, moi je suis l'ethnologue et lui il est l'indigène, c'est pas vrai, parce que c'est lui aussi, je suis indigène quelque part, et c'est pas tout à fait ça. Mais en tout cas, on s'est décidé, quand j'ai reçu le cadeau un jour, le récit et conte populaire de Michel Vallière, son livre, et là j'ai dit, il n'y a pas, il faut qu'on aille le voir, c'était en 78, et on a dit 79. On a pris l'annuaire, on a regardé, j'en sais, on a trouvé Michel Vallière, on a téléphoné, il a dit, venez.
C'était merveilleux. Et là, on a passé une soirée extraordinaire. Au restaurant avec Catherine. Oui, il nous a Robert, oui. tout appris. Alors, Michel, la méthode, vous parliez de méthode tout à l'heure, il était fabuleux. Moi, pour moi, ça se rejoignait avec ce que j'avais fait en fac et tout. Il avait des fiches cartonnées comme ça à Bristol. Dès qu'il avait une idée qu'il y avait un truc à faire, il me marquait avec un gros feutre. Il me dit, tiens, après, quel éditeur? Tiens, quel bouquin, etc. Et on disait, alors, vous avez entendu parler de quoi? Parce qu'il disait, Noirmoutier, arrêtez, j'ai les poils qui se redressent sur les bras. Vous venez de là-bas, vous venez de là-bas. Alors on dit, oui, il y a un cousin qui a parlé de la bête à Zétal. Oh, la bête à Zétal. Oh, la bête à Zétal. Allez-y, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Alors il faut que vous preniez tel magnéto, que vous fassiez ça et ça. Vous, en fait, non, on n'avait pas de magnéto fantastique, c'est un peu comme Janie et Pierrot, on avait un Continental Edison qui était un poste-cassette, radio-cassette, un gros, un peu sound system. Et je me suis trimballée partout avec le magnéto, faux magnéto, qui était très bon. Et puis on a fait toutes nos enquêtes sur bande avec ça. Et ça a été le déclencheur, quoi. Puis on a rencontré André Taché la réunion nationale des foyers ruraux 80 au Kaila. 81. Et là, il a dit, ah non, c'est un petit conservatoire, etc. Il était fasciné aussi. Donc on s'est dit, allez, on tient le truc et on continue, quoi. Voilà. Donc, ben voilà. Le Kaila dans le tas. Le Kaila dans le tas. C'était 80. Dans les roues. Dans l'Aveyron. Non, pardon, l'Hérault. C'est juste dans les L'Hérault. le Kellar dans C'est l'Hérault. pas le château dont À l'époque, j'étais président du foyer rural du village de Largue dans l'Hérault, et c'est à cette Non, non, c'est non. dans ce cadre-là. C'est au sud du Pas Larzac. de l'escalier. Pas d'escalade. Au-dessus de l'Odèle. Oh. Voilà. Alors, j'ai au départ le même parcours, quoi. Oui. Né en 46, moi ce qui m'intéressait c'était Bob Dylan. Moi, mon grand regret c'est de n'avoir jamais eu vraiment de formation musicale. Bon, j'ai gratouillé de la guitare comme tout le monde à cette époque. Et moi mes références c'était Bob Dylan, c'était les Stones, etc. Et j'avais jamais vu danser une danse traditionnelle de Noirmoutier. Il y avait une espèce de salle de bal, assez mal famée d'ailleurs, ça se terminait toujours par des bagarres. Les normes du train sont assez rudes, les jeunes normes du train. Et je me souviens quand même que de temps en temps, ça s'arrêtait, l'orchestre faisait des maréchines. Parce que moi, c'était peut-être pas des maréchines, mais pour moi, c'était des maréchines. Et donc, j'avais déjà dansé ce que je pensais être des maréchines, malgré tout. Et puis, je baignais tellement. Alors, les danses, j'en avais jamais vu. Il y a pas mal de raisons qui expliquent que la danse s'était arrêtée, les deuils, la guerre, etc. Mais j'étais imprégné, je parlais patois couramment, je parle toujours couramment. Et puis, ma grand-mère maternelle, j'ai vécu longtemps chez elle, parce que mon père était en Afrique, elle chantait sans arrêt, ma mère chantait sans arrêt, elle avait une très belle voix, elle avait le cahier de chansons de mon grand-père maternel qui était capornier, qui était marin, qui avait à bord des bateaux collecté tout un tas de chansons, elle avait copié ça dans des cahiers, et ma mère m'a chanté tout ça. Donc j'avais un répertoire, puis il y avait ma grand-mère paternelle était une excellente chanteuse, une amie de Marie Mandin qui joutait avec Marie Mandin, à qui on saurait le plus. Elles étaient voisines pendant toute leur jeunesse, c'est pour ça que ça s'est changé par-dessus les petits murs en pierre pas très hauts. C'est pratique, les petites murettes. Et donc il y avait des... Alors j'avais tout un tas de chansons, mais incomplètes. Et j'ai eu le désir de compléter. Mon grand-père chantait « Belle si j'étais dans ton jardin, nous cueillerions du romarin, plaisante bergère », mais ça allait pas tellement plus loin. Et donc, le chant m'avait toujours intéressé. À Poitiers, dès que j'ai été étudiant en première année, je me suis inscrit à la chorale universitaire. J'adorais le répertoire Renaissance et médiéval. J'avais un prof de musique du lycée. Et c'est là que j'avais des collègues dans cette chorale qui étaient à la Clairefontaine aussi. Donc je suis allé à leur concert, j'ai découvert un peu. Et donc, après au Maroc, ça a été aussi la découverte de la musique traditionnelle marocaine. Tout de suite, j'ai sympathisé, j'étais au lycée l'UT2 à Casablanca avec le prof de musique qui lui avait enquêté, il avait un magnéto, il a été allé sur le terrain, il nous a fait écouter des enregistrements de paysans chantant des choses magnifiques.
Et puis il avait des collections de disques, c'était à l'époque Le Chant du Monde, etc., sur des enquêtes qui avaient été menées au tout début des années 60 dans le Grand Sud, à Goulimine, etc., etc. Et bon, je suis allé dans le Sud, j'en avais marre de Casablanca, je me suis fait porter malade, je suis parti dans le Sud, en Djellaba, en Badouche, dans le désert. Et là, je suis arrivé dans une oasis qui s'appelait Tata, Foum Tata. Et là, un jeune homme du village qui était étudiant, qui venait de revenir dans une famille, m'a appris une danse ronde. Et il me traduisait ce qu'avaient chanté les filles, qu'elles étaient revenues, les filles de son village, c'était des berbères, qui disaient, en gros, elles improvisaient, regardez ce jeune homme, c'est le plus beau de notre village et tout. Enfin, il y avait tout un tas, elles improvisaient. Et je me suis dit, mais j'avais pas de magnétophone, j'en étais absolument malade. Alors, on m'avait parlé d'une femme qui était une chanteuse traditionnelle extraordinaire dans l'Atlas. Il y a un livre qui a été publié sur elle, Le chant de la Tassaout. Donc j'avais été sensibilisé à ça. Mais j'ignorais qu'il y avait eu des grandes collectes en France. Eva m'a fait découvrir Alan Lomax. Je disais, mais on est passionné de folk anglo-saxon, mais en France, il y a certainement l'équivalent. Ici, c'est trop bête. Et puis les années ont passé, c'est la rencontre avec donc un cadeau pour ton anniversaire en 79 de ce bouquin de Michel Vallière et Catherine Robert sur récits et contes populaires. Voilà. Donc on est allé voir Michel et c'est lui, ça a été le facteur déclenchant. C'était fin septembre, il y avait la rentrée, nous on travaillait dans le Midi. Et dès novembre, dès les vacances de Toussaint 79, on est parti avec notre magnétophone, notre radio cassette, voir des gens. On nous avait dit, Joséphine Fradé, c'est la meilleure chanteuse de l'Épine. Elle a fait toutes les noces. Ouais. Et Joséphine n'a pas voulu. Non. D'abord, elle ne chantait plus depuis la mort de son fils, le naufrage en 61, là on était à 79. Et on est quand même retourné lui dire au revoir. On est retourné lui dire au revoir. Et je lui dis, bon, c'est pas grave s'il ne pouvait pas nous chanter de chansons. Ma mère m'en a chanté plein. Et là, je l'ai piqué au vif. Ah, mais j'en connais quand même plus que ta mère. Revenez me voir à Noël. Et là, à Noël, en deux entretiens, elle nous a chanté 70 chansons. Et en tout, 241. Jusqu'à sa mort, on est resté... Et puis, de fil en aiguille, on a vu Marie Mandin, c'était extraordinaire aussi. Et Florentine. Florentine, je n'ai pas vu Florentine. Oui, je n'ai jamais vu Florentine Balmado. Je n'ai jamais vu. Parce qu'étant originaire du village de l'Épine, il y avait tellement à faire sur l'Épine. Ah ben, sur l'Épine. Et on prenait les gens les plus âgés. Alors j'ai regretté aussi beaucoup au niveau méthodologique de ne pas aller voir des gens qui avaient 50 ans, 60 ans à l'époque, en disant, bon, j'irai les voir plus tard. Et bon, la maladie les a rattrapés. Et par exemple, il y avait une dame qui avait été collectée par Maggie Andral et Claudie Marcel-Dubois en 56, elle s'appelait Malvina Rabalan. Moi je la connaissais bien, je savais qu'elle avait une collection de coiffes fantastique, elle avait des cahiers de chansons, et puis j'ai trop attendu, le cancer l'a rattrapée, mais on a trouvé sa fille. Et là, ça y est, on est reparti dans nos enquêtes, parce que sa fille a une voix magnifique, elle nous a fait cadeau de 5 cahiers copiés par sa mère, et elle se souvenait de Claudie Marcel-Dubois et de Maggie Andral, qui était venue enregistrer son grand-père, sa tante Clotilde Winneck et sa mère en 56. Elle avait 11 ans. Et il nous a parlé elle se souvient de cette mission des ATP. Voilà. Donc, alors après, on a élargi un peu notre champ d'action parce qu'en 83, j'avais été invité à faire une communication à La Rochelle. C'était, comment s'appelait-il, comment s'appelait-il? Il est décédé, Philippe Jacquin, qui avait organisé un colloque d'ethnologie maritime. Voilà. Et j'ai fait une communication sur le cahier, en particulier le cahier de François Ganachot, que j'avais retrouvé, un vieux manuscrit des années 1830, autour de 1830, et dedans j'avais trouvé 10 chansons à thème maritime très anciennes. Et il y avait ce colloque. Bernard Cadoré et Michel Cadoré, donc les fondateurs de la revue Le Chasse-Marée, ils m'ont dit c'est formidable, notre spécialiste chanson Michel Colleux n'est pas là, mais il faut venir le voir. Alors, l'été 83, non, plus tôt que ça, je crois. On est parti à Dordogne et on a rencontré Michel Colleux, c'est là que je suis rentré dans le circuit
du chant de marin. Je me suis retrouvé à chanter souvent dans les fêtes de rassemblement maritime, etc., etc. Voilà, donc le chant de marin, c'est mon deuxième créneau. Et puis, bon, vivant en Languedoc depuis 1975, on a beaucoup collecté en Languedoc aussi. Mais là, dans des registres complètement différents, les usages municipaux, les récits de vie, tout un tas de choses. Et en Lozère, bon, j'avais lancé mes élèves ici sur la suite de Corneille Geste qui avait mené une grande édition, je ne sais pas en quelle année c'était Corneille Geste. Alors, je les avais fait travailler là aussi sur les pratiques médicinales, sur toutes un peu tout ce qui tournait, pas la sorcellerie, mais ce genre de pratique. Et j'étais allé, alors eux-mêmes donc avaient enquêté, ils m'avaient ramené tout un tas de documents, j'ai des enregistrements, et tout ça, ça n'a jamais été publié. La flore. Au pied du Mont Lozère, j'étais allé chez une dame qu'on m'avait signalée, qui filait encore au rouet, Marie, qui m'a montré toutes les plantes qu'elle avait dans son jardin. Elle dit cette plante, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais on soignait les chevaux avec ça. Et cette plante, je l'ai retrouvée dans un jardin botanique à Plougastel d'Aulas, non, à l'abbaye d'Aulas. Et il y avait le nom breton, et en dessous il y avait marqué herbe aux chevaux, comme en Lozère. Et puis, autant prof d'histoire en lycée, ou en collège aussi, j'avais lancé mes élèves dans des enquêtes sur les guerres de 14-18. Et Marlène m'avait demandé si j'avais des choses. À Montpellier, au lycée Mas-d'Étesse, mes élèves de première avaient travaillé sur la mémoire des femmes. Et il y avait des choses très intéressantes dans leurs enregistrements, en disant quand les hommes sont revenus, là c'était plus pareil. Il fallait. Avant c'était les machos, et là ils ont dû. Ils avaient pris le pouvoir pendant les. Oui, bon, il y en a quelques-uns C'est ce que. qui ont pris du poil de la bête. C'est vrai, hein. Un grand merci à tous deux pour ce témoignage. Je voulais juste rajouter quelque chose pour vous, c'est que c'est vraiment pas de la flatterie, hein, mais je me suis toujours senti bien de travailler en accord avec les gens de l'UPCP, même si on était en dehors, parce que je sentais qu'il y avait de la clarté et que nous on était totalement désintéressés, c'est-à-dire qu'on ne travaillait pas pour faire de l'argent, pour éditer ou nana, et je sentais que l'UPCP respectait ça aussi, donc on a donné toutes nos enquêtes au cerveau, enfin tout ce qu'on a pu donner. Et ça nous a beaucoup aidé aussi, de nous sentir en confiance par rapport à... Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas toujours désintéressés, et nous, on était tellement passionnés qu'on voyait, on était aveuglés, quoi. Parce que plus on cherchait, plus on trouvait, plus on cherchait. Et, par exemple, dans le Sud, bon, j'ai remarqué que les gens ne sont pas du tout branchés sur les mêmes choses. Ni la superstition, ni même forcément les chansons. Ça chante très très peu maintenant dans les banquets, les faits. C'est vrai, mais alors la pharmacopée, la faune et la flore, la nature, alors là c'est extraordinaire. C'est des dictionnaires, se soigner avec les plantes, tout ça, ils sont impressionnants. Voilà. Parmi les satisfactions qu'on a eues, j'ai eu un élève là-bas qui était insupportable, un punk, ça devait être en 79, un punk avec des trucs à clous, des rangers, des croix gammées sur lui, et il était tellement insupportable qu'on affichait la porte du lycée, mais une semaine avant, je lui avais dit, tu commences à nous emmerder. Moi, dans mon île, ton père était marin, ton grand-père était marin, tu ferais mieux de faire ce que je fais moi dans mon île à Noirmoutier, tu ferais mieux d'aller à 7 avec ton magnétophone, enregistrer tous les vieux. On l'a foutu à la porte du lycée, et 20 ans après, plus de 20 ans après, je le retrouve sur une scène à Douarnenez, lors des fêtes de chant de marin. Il avait fait ce que je lui avais dit, il avait pris son magnéto, il est allé enquêter auprès des vieux, il a relancé la tradition à 7, il a créé un groupe, ils ont enregistré je ne sais combien de disques, et maintenant les grandes fêtes qu'il y a tous les 2 ans, Escale à 7, c'est son petit frère qu'on a connu bébé qui les organise, et il y a une dynamique qui s'est créée sur 7, en ce moment il y a des réunions justement pour la collecte de la tradition orale. Et voilà. il ne nous avait pas reconnus, on ne l'avait pas reconnu. On a discuté. Voilà, je terminerai voilà, sur ce point-là. c'était assez drôle. Merci à vous en tout cas pour la confiance. Donc, Le groupe du jeune
Et c'est l'humour de porc. L'amour de porc. C'est Lionel Lopez. Je suis pas très bien. Lionel. Je n'imaginais pas. Oh, Lionel. En punk aussi. J'avais entendu un fécamp. Pourquoi les paroles dans un rassemblement Comment J'avais entendu un fécamp dans un rassemblement organisé par Yvon David. Ils ont l'énergie, hein. Ils ont une pêche. Merci à vous pour cette confiance donc, que vous faites à l'UPCP. Et puis merci pour vos visites régulières chez nous. Ah bah oui, c'est ça. Et aussi pour ces ouvertures sur ces autres aires géoculturelles et ces autres thématiques où on voit bien en fait que tout ça se complète et se nourrit mutuellement et qu'on a besoin de faire tous ces croisements un petit peu en tous sens qui sont à la fois inévitables mais tellement enrichissants. Et merci pour vos collectes parce que pour les avoir écoutés et réécoutés, eh bien, ils ont nourri quand même une On était de débutants, choses. Faut être large en les écoutant parce que c'est pas une question d'être on n'était pas trop rigoureux. D'être large, il y a tellement de choses dedans qui dépassent. On oublie complètement justement ce qui peut être, ou ce qu'on peut mettre sous le nom d'erreur de débutant au départ, c'est totalement compensé par une quantité d'autres choses. Par contre, un conseil pour les gens qui débutent ou autres même, je me suis rendu compte qu'il faut toujours contextualiser ce qu'on reçoit. La chanson par exemple, c'est bien de dire bon Jean-Gilles j'arrête, mais alors dans quel contexte, d'où ça vous vient, comment ça a transité, comment vous l'avez reçu, qu'est-ce que vous en faites, vous l'avez entendu. Alors, la mère de Michel, c'était fabuleux, elle entendait une chanson une fois, elle la rechantait 30 ans après, elle l'avait jamais chantée depuis, mais elle était incapable de dire où elle l'avait entendue. Alors, tu l'as c'est d'où? Ah ça je sais pas. Mais je l'ai entendue une fois à un mariage, comment veux-tu que je le sache? Et c'était tout, mais n'empêche qu'ils avaient une telle mémoire que c'était bien aussi pour nous. Mais bon, voilà, ça c'est très important parce qu'après quand on veut utiliser les matériaux et qu'on ne sait pas grand-chose, qu'en faire? Voilà. Oui. On est d'accord avec c'est blanc qui arrive aussi, mais bon, il faut apprendre aussi à faire avec ce qu'il y a dedans, et donc autre chose, et c'est pas impossible non plus. Non. Comme disait François ce matin très justement, la dynamique qui est née ici de ce manque d'accessibilité des documents ATP, tout ce qui manque ou ce que l'on peut regretter qui ne soit pas dans les sources, oblige aussi à aller ailleurs ou sur autre chose, et ça n'a pas que du négatif. Il faut pas,